Bonjour à tous, chers amis, bienvenue encore à la poursuite de notre cours de neurophysiologie et maintenant nous allons devoir parler du tronc cérébral. Je vous souhaite un très bon visionnage. Alors, nous allons devoir débuter notre présentation en donnant un plan que nous aurons à suivre. Nous allons d'abord commencer par introduire ce chapitre. Ensuite, nous parlerons des fonctions physiologiques du tronc cérébral. Et enfin, nous allons aborder un point tout à fait particulier au sein de cette section, c'est la physiologie du sommeil. Alors, en guise d'introduction, nous allons devoir signaler que le tronc cérébral est constitué par trois grandes parties, à savoir le bulbe rachidien, le pons et le mésencéphale. Le bulbe rachidien, c'est la partie inférieure qui est en communication avec la moelle épinière, donc qui se continue avec la moelle épinière. On l'appelle encore medulla oblongata ou alors moelle allongée. Ensuite, le pont de Varol, c'est la partie spécialement localisée au milieu. Et le mésencéphale, c'est la région pédonculaire qui est accolée pratiquement à la partie inférieure du cerveau. Alors, le tronc cérébral constitue un lien vital entre la moelle épinière et les régions supérieures encéphaliques, effectivement, parce qu'il réunit pratiquement la moelle épinière avec le cervelet, mais aussi avec le cerveau. Donc, c'est une région carrefour qui unit pratiquement les deux parties du système nerveux central. Alors, le tronc cérébral reçoit toutes les fibres qui sont pratiquement impliquées dans la transmission des fonctions nerveuses entre la périphérie et les centres supérieurs. Donc, en quelque sorte, toutes les fibres qui vont vers les centres supérieurs, plus particulièrement qui vont au niveau encéphalique, doivent passer par le tronc cérébral. Voilà pourquoi cette région est vraiment importante en ce qui concerne son point de, donc sa localisation et les différentes fonctions qu'elle exécute la région sur les plans neurologiques. Alors, il faut signaler aussi que des fibres entrantes emportent donc des informations sensorielles. Ce sont bel et bien des fibres sensitives, tandis que des fibres sortantes ou les outputs, ce sont des fibres qui sont rattachées à la commande motrice cérébrale et ces fibres vont en périphérie. Je donne un exemple. Vous voyez par exemple la voie spinothalamique ou alors la voie qu'on appelle encore la voie antérolatérale ou alors pratiquement la voie de la sensibilité tactile comme par exemple les cordons postérieurs avec le lénisque médian. Toutes ces deux voies emportent pratiquement des informations sensorielles et sont des voies entrantes. Tandis que si nous voyons le faisceau cortico-spinal que nous appelons encore le faisceau pyramidal, c'est pratiquement une voie sortante qui amène la commande motrice en périphérie en provenance du cerveau. C'est la raison pour laquelle le tronc cérébral constitue pratiquement une région carrefour qui, en quelque sorte, permet le passage de ces différentes voies qui assurent la communication entre les centres nerveux supérieurs avec la moelle épinière et par là même avec la périphérie. Alors, le tronc cérébral a plusieurs fonctions physiologiques. La première fonction du tronc cérébral, c'est que la majorité des 12 paires de nerfs crâniens proviennent du tronc cérébral. Effectivement, sur les 12 paires de nerfs crâniens, seulement deux ne proviennent pas du tronc cérébral. Le nerf optique et pratiquement le nerf ophtalmique. Ces nerfs sont considérés tout simplement comme des expansions du cerveau lui-même et par conséquent, ces nerfs ne proviennent pas du tronc cérébral. Tandis que si vous prenez du nerf 3 jusqu'au nerf 12, tous ces nerfs ont leur noyau au niveau du tronc cérébral. Voilà pourquoi le tronc cérébral joue pratiquement un rôle très très important.
Et lorsque vous essayez un peu de pouvoir analyser le rôle de ces nerfs crâniens, vous allez voir que tous ces nerfs crâniens sont pratiquement destinés à alimenter les fibres sensorielles de la tête et du cou. Bon, en fait, excusez-moi, pas à alimenter, mais en quelque sorte à pouvoir alimenter les structures de la tête et du cou en fibres sensorielles et en fibres motrices. C'est ce que vous allez constater. Donc, quand vous prenez tous ces nerfs crâniens, à l'exception du nerf 10, du nerf vague, vous allez voir que ces nerfs servent pratiquement à la vision, à partir de l'innervation des yeux qui sont pratiquement des structures de la tête, à l'olfaction, à la gustation, à l'audition. Vous allez constater que pratiquement tous ces nerfs innervent en principe des structures de la tête et du cou, sauf les vagues. Le nerf vague, lui, il est spécial. Lui, il va vers le bas, même jusqu'au niveau de la région abdominale, vous vous imaginez. Il va même jusqu'au niveau de la région abdominale. Il est le seul nerf crânien qui pratiquement arrive au niveau abdominal et c'est le nerf crânien le plus long. Et c'est la composante la plus importante du système parasympathique. Donc, le nerf vague constitue en quelque sorte une exception, mais les autres nerfs sont destinés essentiellement à pouvoir alimenter les structures de la tête et du cou en fibres sensorielles et en fibres motrices. Alors, il y a une deuxième caractéristique physiologique du tronc cérébral, c'est que vous allez constater que le tronc cérébral comprend plusieurs centres vitaux et ces centres sont pratiquement très importants, à savoir des centres qui assurent le contrôle, le fonctionnement du cœur, de la respiration, des vaisseaux sanguins et des activités digestives. Et ces centres sont essentiellement localisés au niveau du bulbe rachidien. Donc, c'est justement au niveau du tronc cérébral que nous retrouvons le centre respiratoire, le centre de la respiration, le centre vasomoteur pour la contraction cardiovasculaire ou les centres cardiovasculaires pratiquement. C'est au niveau du tronc cérébral que l'on retrouve le centre de la déglutition. C'est au niveau du tronc cérébral qu'on trouve les noyaux salivaires. Donc, vous allez constater que c'est pratiquement une structure très importante. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a souffrance du tronc cérébral, comme par exemple ce qui se passe au cours des engagements cérébraux dus à l'hypertension intracrânienne, les sujets, donc la mort ne tarde plus à venir parce que pratiquement toutes ces structures vitales sont des structures très cruciales pour le maintien de la vie. C'est la raison pour laquelle les lésions du tronc cérébral sont en tout cas des pronostics très réservés. Alors, la troisième caractéristique du tronc cérébral, c'est que le tronc cérébral joue un rôle dans la régulation des réflexes musculaires impliqués dans l'équilibre et la posture, justement parce que c'est au niveau du tronc cérébral, c'est via le tronc cérébral que ces fibres rejoignent le cervelet. Ces fibres rejoignent le cervelet en passant par le tronc cérébral. Tous les pédoncules cérébelleux sont connectés au niveau du tronc cérébral. Le pédoncule cérébellé supérieur est connecté au mésencéphale, le pédoncule moyen est connecté au pont de Varol et le pédoncule cérébelleux inférieur est connecté à la médulla oblongata ou bulbe rachidien. Donc, vous allez voir que ces pédoncules livrent passage aux fibres qui sont impliquées donc aux fibres qui se dirigent pratiquement vers le cervelet et le cervelet c'est la structure qui est impliquée dans l'équilibre et la posture. Et donc vous allez constater que le tronc cérébral joue aussi à ce niveau un rôle carrefour très important. Alors, la quatrième notion qu'il faut signaler, c'est que
c'est par rapport à la formation réticulée. Au fait, c'est quoi la formation réticulée? Ça, c'est très, très important. Il faut connaître cette notion. C'est que c'est un ensemble de noyaux. Cette formation réticulée, c'est franchement un ensemble de noyaux qui sont alignés côte à côte, sur leur longueur au niveau du tronc cérébral. Et c'est à travers ces noyaux-là qui passent pratiquement toutes les fibres sensitives ascendantes qui vont vers les centres supérieurs. Vous constatez donc toutes les fibres, ascendantes, donc les fibres entrantes, donc les fibres sensitives, passent à travers cette formation réticulée activatrice ascendante. Donc, vous allez constater que si le cortex cérébral est stimulé, c'est grâce aux fibres qui viennent de la périphérie et toutes ces fibres, avant de pouvoir converger au niveau du thalamus, passent à travers cette formation réticulée. Donc, c'est la raison pour laquelle la lésion de cette formation réticulée s'accompagne le plus souvent, pas le plus souvent, mais s'accompagne toujours d'un coma profond parce que les impulsions n'arrivent pratiquement plus au niveau de la conscience, donc au niveau du cortex cérébral. Et ça, c'est une notion très, très importante. Alors, donc, cette formation s'étend donc sur l'ensemble du tronc cérébral et ça, c'est jusqu'au thalamus. Et le rôle de cette formation, c'est la réception et l'intégration de tous les inputs, effectivement, parce que toutes les fibres qui y passent sont des fibres sensitives. Alors, ces fibres ascendantes se dirigent vers le haut et jouent le rôle du réveil et de l'activation corticale. C'est ce qu'on appelle le système de formation réticulée activatrice ascendante. Donc, le contact via, effectivement, avant même de rejoindre ces fibres au niveau cortical, ces fibres arrivent au niveau du thalamus. Donc, en quelque sorte, vous allez voir que la formation réticulée constitue un tunnel qui regroupe toutes ces fibres sensitives. Et donc, le rôle de la formation réticulée activatrice ascendante, c'est le contrôle du degré de vigilance corticale et la direction de l'attention. Et ça se comprend très, très bien. Ça se comprend très, très bien parce que tous les influx en provenance de la périphérie qui stimulent le cortex cérébral passent à travers la formation réticulée activatrice ascendante. Voilà pourquoi, pour que nous soyons vigilants, pour que notre cortex soit stimulé et causer la vigilance, causer de l'attention, il faut qu'il y ait l'intégration de cette formation réticulée activatrice ascendante. Et donc, c'est la raison pour laquelle cette formation joue un rôle très, très important. Or, cette formation est localisée au niveau du tronc cérébral. Voilà pourquoi les lésions du tronc cérébral s'accompagnent le plus souvent d'un coma. Et le coma est souvent profond. C'est vraiment un coma avec décortication. C'est vraiment un coma avec décortication où pratiquement le cortex est coupé du reste du monde et l'individu ne sait plus réagir aux stimuli externes. Maintenant, quand le tronc est vraiment, quand il est lésé lui-même de façon massive, pratiquement c'est la décérébration qui s'ensuit. Alors, ici, je vais tenter un peu de vous expliquer en quoi consiste cette formation réticulée activatrice ascendante. Donc, ici, vous avez pratiquement la formation qui longe tout le tronc cérébral et se dirige même du côté du thalamus, mais n'est pas connecté immédiatement avec le thalamus. Donc, à côté de cette formation, vous avez le noyau du rafet qui est aussi un ensemble de noyaux. Donc, vous allez voir que pour que le cortex soit stimulé, il faut que des fibres qui viennent de la formation réticulée activatrice ascendante quittent cette formation pour aller vers le thalamus. Et à partir du thalamus, vous avez des radiations corticales, des radiations thalamo-corticales qui conduisent des informations sensorielles vers le cortex somesthésique et qui stimulera aussi le cortex moteur via des interneurones qui pourra déclencher les mouvements en collaboration avec les ganglions de la base et le cervelet. Donc, c'est ce que vous allez constater que c'est pratiquement une formation très très importante, la formation réticulée du tronc cérébral.
Donc, quand il y a une lésion à ces niveaux, vous allez constater que le cortex pratiquement ne sera plus stimulé, il n'y aura plus de vigilance, il n'y aura plus d'attention. L'individu va pratiquement tomber en coma. Alors, ce coquille va vous montrer en détail ce que c'est la formation réticulée activatrice ascendante ou carrément la formation réticulée. C'est pratiquement un ensemble de noyaux que nous appelons les noyaux réticulés. Donc, ici, vous avez, par exemple, ça constitue l'aire réticulée parvocellulaire. Ça, c'est l'aire réticulée ventrolatéral. Ici, vous avez pratiquement tous ces noyaux. Donc, vous avez les noyaux cunéiformes et sous-cunéiformes, tous ces noyaux, les noyaux gigantocellulaires et tous ces noyaux qui sont en rouge. Vous voyez, tout ceci constitue pratiquement des noyaux réticulaires. Tout ce qui est en rouge ici constitue des noyaux réticulaires, que ce soit rouge foncé ou rouge un peu terne. Ça constitue la formation réticulée, tandis que de l'autre côté, vous avez les noyaux durafés. Donc, c'est à partir de ces niveaux, donc à travers ces noyaux, que toutes les fibres sensitives montent vers le cerveau pour rejoindre le thalamus, et à partir du thalamus, vous avez des radiations thalamo-corticales qui vont jusqu'au niveau des aires corticales cérébrales. Alors, nous allons devoir continuer. La cinquième propriété physiologique, c'est que les centres qui régissent le sommeil, traditionnellement considérés comme logés dans les troncs cérébrales, mais actuellement, il y a des évidences récentes qui montrent qu'il y a certains centres du sommeil au niveau de l'hypothalamus, et surtout lorsqu'il s'agit du sommeil à Onsland. Ça, on en avait déjà parlé, mais franchement, des autres centres, comme par exemple le centre du sommeil, comme par exemple le sommeil paradoxal, et même certains centres pour le sommeil à Onsland sont localisés pratiquement au niveau du tronc cérébral, et ça, c'est très très important. Alors, ici, nous allons maintenant commencer par parler de la physiologie du sommeil, et nous allons d'abord commencer par définir certains concepts. Alors, la conscience, c'est pratiquement la perception subjective du monde extérieur et de soi-même. Tandis que vous allez, donc ici, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand on dit que la personne est consciente, c'est que la personne est capable de pouvoir ressentir des stimuli extérieurs qui pratiquement la relient avec son environnement. C'est ça la conscience. Donc, quand on est capable de pouvoir percevoir de façon subjective le monde extérieur et soi-même. C'est ça la conscience. Donc, à chaque fois que cette capacité de perception est mise en cause, là, on dira pratiquement que le sujet devient inconscient. Alors, la conscience dépend de plusieurs facteurs. Nous avons d'abord le niveau final. Nous avons d'abord le niveau final avec le niveau brut thalamique, mais aussi l'intervention des autres éléments du système nerveux central dans l'établissement de la conscience. Qu'est-ce que ceci signifie? C'est que nous savons que le niveau final cortical consiste bel et bien à la détermination de la localisation exacte des stimuli qui sont appliqués au niveau de la surface corporelle, mais aussi la détermination de leur intensité. Ça, c'est au niveau final cortical, donc le niveau le plus évolué de l'interprétation des influx sensoriels. Tandis qu'au niveau, le niveau brut thalamique permet tout simplement de pouvoir détecter les stimuli sensitifs ou sensoriels de façon brute, sans pour autant pouvoir déterminer leur localisation exacte et moins encore leur intensité. C'est ça le rôle du thalamus. Donc là, c'est une simple détermination de la sensibilité, mais le traitement, en tout cas en profondeur, ne se fait pas au niveau du thalamus. Le traitement profond de ces influx sensoriels se fait pratiquement au niveau du cortex cérébral.
Mais il y a aussi le rôle des autres éléments du système nerveux central et quand on parle des autres éléments, on fait référence à toutes ces fibres de la sensibilité qui réunissent euh, les récepteurs périphériques avec les centres supérieurs. Et tous ces éléments doivent être mis en cause, on doit prendre compte de tous ces éléments pour pouvoir déterminer le niveau de conscience, pour pouvoir élucider tout ce qui a trait à la conscience. Alors, la conscience est classifiée d'une façon tout à fait spéciale et cette classification des états de conscience s'est fait par ordre décroissant du niveau d'éveil. Ici, nous avons la vigilance maximale lorsque la personne est pratiquement consciente et réfléchie, donc, et est franchement connectée totalement avec son environnement, permet de pouvoir détecter sans ambiguïté toutes les stimulations qui peuvent être appliquées à la surface de son corps et de pouvoir en déterminer la nature et l'intensité. Donc, quand on parle de vigilance maximale, pratiquement, on fait référence au niveau cortical. Donc, la personne bénéficie pratiquement d'un traitement avancé des influx sensoriels qui lui permettent d'être parfaitement en relation avec son environnement extérieur. Alors, le deuxième niveau, c'est le niveau de l'éveil. Donc, ici, la personne est tout simplement éveillée. Elle est éveillée, mais ne parvient pas à pouvoir détecter avec précision, à pouvoir donner une interprétation plus avancée aux stimuli extérieurs qui lui sont appliqués, mais quand même, elle est éveillée. Elle parvient à détecter ces stimuli, mais c'est l'interprétation avancée qui fait défaut. C'est ça l'éveil. Donc ici, vous voyez que le niveau de conscience diminue par rapport au niveau de la vigilance maximale. Ensuite, vous avez le sommeil et ici au niveau du sommeil nous avons plusieurs types de sommeil pratiquement nous avons deux types à savoir le sommeil à ondes rapides ou rapid eye movements et le sommeil à ondes lentes le sommeil à ondes lentes justement. Donc ici qu'est-ce qui se passe, c'est que la personne est inconsciente. Donc, on peut dire que la personne est inconsciente, elle dort, elle est inconsciente, mais si vous appliquez une stimulation externe, extérieure, la personne est capable de se réveiller et d'entrer en contact avec son environnement. C'est ça le sommeil. Tandis que si vous avez le coma, ici la personne est inconsciente, mais elle ne peut réagir à aucune stimulation extérieure. C'est ça la différence entre le sommeil et le coma. J'espère que là, vous comprenez. Donc, ici, le sommeil, la personne est endormie. Vous appliquez un stimulus extérieur et la personne est capable de pouvoir sentir ce stimulus extérieur qui est appliqué sur son corps et de pouvoir se réveiller parce que l'information a été transmise au niveau cortical via le thalamus. Tandis que le coma, en cas de coma, ici, la personne est endormie et même si vous appliquez une stimulation extérieure, elle est incapable de pouvoir détecter cette stimulation et par conséquent ne va pas se réveiller. Donc, en quelque sorte, c'est un cas pathologique au cours duquel les informations n'arrivent pas au niveau cortical et donc n'atteignent pas le niveau de la conscience. Alors, la vigilance maximale est en tout cas fonction du système réticulé activateur ascendant et puis de l'activité de l'ensemble du système nerveux central et ça se comprend parfaitement parce que comme nous l'avons déjà dit, toutes les fibres sensitives qui montent vers les centres supérieurs passent à travers cette formation réticulée activatrice ascendante du tronc cérébral.
Alors, le coma, c'est pratiquement une totale insensibilité aux stimuli externes, comme je vous avais déjà dit, lésion du tronc cérébral ou dépression totale corticale. Et donc, quand quelqu'un est en coma, il y a deux causes qui peuvent poser, de façon neurophysiologique, il y a deux causes qui peuvent entraîner que la personne entre en coma. C'est pratiquement soit parce que au fait c'est la conscience, hein, c'est le cortex cérébral qui est capable, qui est responsable de la conscience. Alors si la personne est inconsciente, si la personne est inconsciente et donc en coma, hein, incapable de pouvoir réagir aux stimulations extérieures, là il y a deux possibilités. Soit c'est le cortex lui-même qui est à la base de cette inconscience parce qu'il ne fonctionne pas bien, ou alors carrément le cortex est innocent. Peut-être que il ne reçoit plus les stimuli sensitifs. Vous voyez? Donc, il y a en quelque sorte deux possibilités. Soit les stimuli sensitifs arrivent au niveau cortical, mais c'est le cortex cérébral qui lui-même est incapable de pouvoir assurer un traitement de ces stimuli et pouvoir détecter les sensations, détecter et interpréter les sensations périphériques qui lui sont acheminées. Ou alors carrément, le cortex est tout à fait normal, mais pratiquement, il ne reçoit rien en provenance de la périphérie. Et c'est à ce niveau-là que nous pouvons suspecter une lésion du thalamus ou alors une lésion de la formation réticulaire activatrice ascendante. Parce que c'est justement à ces deux niveaux, au niveau thalamique et au niveau de la formation réticulaire activatrice ascendante, que se rejoignent toutes les fibres sensitives avant de pouvoir arriver au niveau du cortex cérébral. Donc, les lésions ne peuvent être qu'à ces deux niveaux. Seulement, en cas de lésions thalamiques, le plus souvent, il y a le syndrome là des thalamiques de Dejerine aussi qui se manifeste justement par une hyperpathie thalamique avec une hyperalgésie qui exagère pratiquement. Donc, le plus souvent, il n'y a pas de coma en cas de syndrome thalamique. En cas de lésion thalamique, le plus souvent, il n'y a pas de coma. Mais quand il y a pratiquement, quand rien n'arrive au niveau du thalamus, c'est là où il y a coma. Si rien n'arrive au niveau du thalamus. Et si rien n'arrive au niveau du thalamus, le suspect numéro 1, c'est la formation réticulaire activatrice ascendante du tronc cérébral parce que c'est la seule région en dessous du thalamus qui pratiquement reçoit la convergence de toutes les afférences sensitives qui sont destinées à pouvoir atteindre le cortex cérébral. Alors, le cycle veille-sommeil peut être défini comme une variation cyclique normale de la conscience et de l'environnement. Alors, contrairement aux personnes éveillées, il faut signaler que les personnes endormies n'ont pas conscience du monde extérieur, mais quand même, ces personnes endormies ont conscience du monde intérieur, comme par exemple les rêves. Hein, les personnes endormies expérimentent les rêves. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas dire que ces personnes pratiquement n'expérimentent rien. Donc, en quelque sorte, il y a une activité corticale. Et c'est ça justement en quoi consiste la portée de la définition de ce terme-là de conscience. Et les personnes endormies peuvent être réveillées par des stimulations extérieures, comme par exemple l'alarme. Ça peut faire en sorte que une personne endormie puisse se réveiller. Donc, vous allez constater que même si la personne dort, son cerveau est toujours actif. Alors, le sommeil, c'est pratiquement une ignorance du monde extérieur, mais en cas des stimulations externes, pratiquement la personne peut se réveiller. C'est tout ce que j'ai pu écrire là-bas. Alors, il faut qu'on note quelque chose de très important à propos du sommeil. Ça, c'est pratiquement important à pouvoir noter. D'abord, le sommeil, c'est un processus actif. Le sommeil, c'est un processus actif.
Et donc, il ne faut pas le considérer seulement comme l'absence d'éveil. Ensuite, l'activité globale du cerveau n'est pas réduite pendant le sommeil. Ça, il faut comprendre parce qu'il y a des gens qui pensent que au cerveau, donc pendant le sommeil, le cerveau est en train de se reposer. Alors, c'est la raison pour laquelle vous allez voir des gens qui disent, bon, je vais dormir parce que avec le sommeil, je vais me reposer. Hein. Il faut que vous notiez que, au fait, pendant le sommeil, le cerveau, l'activité cérébrale n'est pas réduite. Hein. Cette activité n'est pas réduite pendant le sommeil comparativement à l'éveil. Ça, c'est quelque chose de très important que vous devez savoir. Au fait, il y a même certains stades de sommeil où l'utilisation d'oxygène par le cerveau est plus élevée qu'au cours de l'éveil. Vous comprenez? Il y a franchement des stades du sommeil au cours desquels, franchement, le cerveau est hyperactif et consomme beaucoup d'oxygène. Donc, cette théorie-là consiste à croire que lorsque nous dormons, le cerveau ne fonctionne pas ou le cerveau réduit au minimum ses capacités de fonctionnement. C'est faux et archi faux. Il y a même des gens qui réfléchissent mieux en dormant pendant le sommeil que lorsqu'ils sont éveillés. Donc, c'est pratiquement une activité cérébrale qui demeure normale et parfois même peut être élevée comparativement à certains niveaux, donc à certaines périodes d'éveil. Alors, il y a deux types de sommeil, le sommeil à ondes lentes et le sommeil paradoxal ou REM. REM signifie pratiquement Rapid Eye Movements et ça, nous allons décrire. Et ça, c'est très, très important. Le fait, donc, les critères dont on s'est basé pour définir pour différencier ces deux types de sommeil, à savoir le sommeil à ondes rapides et le sommeil à ondes lentes, sont de deux types. Donc, il y a deux critères qui ont permis de faire cette différenciation. Le premier critère, c'est le modèle électroencéphalographique. Donc, on s'est basé sur les EEG pour pouvoir différencier ces deux types de sommeil. Il y a pratiquement des caractéristiques électroencéphalographiques qui sont propres au sommeil à ondes lentes, des caractéristiques qui sont propres au sommeil paradoxal ou rapid eye movements ou sommeil pratiquement qu'on appelle encore sommeil paradoxal, voulais-je dire. Ça, c'est le premier modèle, donc le modèle électroencéphalographique. Mais aussi, il y a le modèle comportemental. Donc, on a essayé un peu de pouvoir étudier le comportement d'un individu pendant le sommeil rapide, pendant le sommeil paradoxal plutôt, et le comportement d'un individu pendant le sommeil à ondes lentes. Et on a constaté pratiquement qu'il y a des différences notoires des comportements durant les deux phases du sommeil. Donc, sommeil à ondes lentes, le sommeil paradoxal ou rapid eye movements. Et c'est à partir de cela qu'on a établi ce modèle comportemental. Donc, je le résume, modèle électroencéphalographique et modèle comportemental pour pouvoir étudier les deux types de sommeil. Alors, nous allons maintenant commencer par le premier modèle, c'est le modèle électroencéphalographique du sommeil. Et là, nous avons le sommeil à ondes lentes. Là, on commence avec ses caractéristiques électroencéphalographiques. Alors, ce sommeil à ondes lentes comprend 4 stades. Au niveau de l'ECG, nous avons de l'EEG, de l'électroencéphalogramme, nous avons des ondes lentes, je vais vous les expliquer. Le stade 1 correspond au sommeil léger, tandis que le stade 4 correspond au sommeil profond. Et les stades 2 et les stades 3 sont considérés comme des étapes ou des stades intermédiaires. Et ce sommeil dure 30 à 45 minutes en quelque sorte. Et ces mêmes stades se répètent.
Il y a répétition des mêmes stades, sauf que entre deux épisodes de sommeil à 11 lentes, il y a franchement une étape de sommeil paradoxal pour un cycle normal. Ça, on va en parler plus loin. Alors, ici, je vais devoir signaler que avant la fin du cycle, donc du cycle de sommeil à 11 lentes, donc pratiquement avant la fin du stade 4, nous avons pratiquement nous avons pratiquement une étape au cours de laquelle nous avons le sommeil paradoxal, donc le Rapid Eye Movement qui dure pendant 10 à 15 minutes. C'est ce que je vous avais déjà dit que entre deux cycles de sommeil à 11 lentes, nous avons un cycle, pas un cycle, mais nous avons une étape, une séquence de sommeil paradoxal ou Rapid Eye Movement. Alors, en ce qui concerne le Rapid Eye Movement, l'électroencéphalogramme est pratiquement similaire à l'éveil. C'est la raison pour laquelle on parle de sommeil paradoxal. Je vais devoir vous montrer ça à partir des tracés EEG que j'ai préparés pour vous. Alors, ici, vous avez pratiquement les EEG caractéristiques d'un sommeil à 11 lentes à ce niveau. Vous voyez, et ça c'est pratiquement le stade 4 des sommets à 11 lentes, donc le stade profond des sommets à 11 lentes. Et ici vous avez pratiquement des ondes qui sont de plus en plus amples et asynchrones. Donc, il n'y a pas de synchronisation de ces ondes. Et puis, ces ondes sont vraiment amples. Leur amplitude peut arriver même jusqu'à 200 millivolts. Ça, ce sont des ondes delta. Ce sont des ondes delta et ces ondes delta sont typiques d'un sommeil profond. Ce sont des ondes qui sont typiques d'un sommeil profond et ce sont pratiquement des ondes corrélées au stade 4 du sommeil à ondes lentes. Alors ici, vous allez voir ce tracé, c'est pratiquement le tracé d'un sommeil paradoxal ou le Rapid Eye Movement et il est presque normal. C'est comme ça que se présente le tracé d'un ECG, d'un EEG, pas ECG, mais un EEG, électroencéphalogramme d'une personne pratiquement qui est éveillée mais qui n'est pas en activité mentale. Qui est éveillé mais qui n'est pas en activité mentale. Parce que en cas d'activité mentale accrue, vous avez des ondes bêta. Ici, il n'y a pas d'ondes bêta. Ça, c'est pratiquement le tracé normal. C'est le tracé normal d'une personne qui est tout simplement éveillée mais qui ne réfléchit pas, qui n'est pas vraiment en activité mentale intense. Et la personne aussi n'est pas en train de somnoler. N'est pas en train de somnoler parce que si la personne était en train de somnoler, on aurait des ondes alpha à ce niveau. Mais ici, vous avez pratiquement un tracé typique qu'on rencontre au cours d'un sommeil paradoxal. Et c'est presque la même chose. C'est presque la même chose avec un tracé normal. Parce que ça, c'est le tracé normal. Vous allez voir qu'il y a pratiquement plus de différences. Donc, en cas d'un sommeil paradoxal ou d'un sommeil en quelque sorte type Rapid Eye Movement, vous allez voir que les tracés EEG devient presque normal, et c'est la raison pour laquelle on l'appelle même sommeil paradoxal. Donc ça constitue un paradoxe. Ça constitue un paradoxe parce que les tracés semblent pratiquement être normal. Et ça, c'est fondamental. Alors, nous allons devoir donner quelques remarques. Le premier, c'est qu'il y a une alternance de deux types de sommeil. Donc, au cours du sommeil normal, lorsque vous dormez, à chaque fois que vous dormez, vous commencez d'abord par le sommeil à 11 lentes qui a 4 stades.
Ensuite, il y a 4 stades et qui durent 30 à 45 minutes. Ensuite, vous passez par une séquence de sommeil paradoxal qui dure 10 à 15 minutes. Ensuite, vous reprenez par une séquence de sommeil à 11 lentes. Vous voyez. Donc, vous allez constater que vous commencez par le stade 1 qui est pratiquement le stade de sommeil léger ou somnolente. Ici, vous pouvez avoir des ondes alpha. Et puis, vous continuez à évoluer. Vous passez au stade 2 du sommeil à 11 lentes. Vous passez au stade 3 du sommeil à 11 lentes. Et puis, vous passez au stade 4 du sommeil à 11 lentes qui est le stade profond. Ensuite, vous passez à votre stade de Rapid Eye Movement ou sommeil paradoxal qui dure entre 10 et 15 minutes. Nous allons voir les modèles comportementaux au cours de ces deux types de sommeil. Ensuite, vous reprenez votre stade à onde de sommeil à onde dans stade 1, stade 2, stade 3, stade 4. Donc, le Rapid Eye Movement, c'est presque le réveil. Vous allez voir en quoi se caractérise le Rapid Eye Movement lorsqu'on va parler des modèles comportementaux. Et c'est ça le cycle. C'est de cette façon que se déroule le cycle lorsque vous dormez, de façon physiologique. Alors, mais cependant, il y a certains stades de sommeil lent qui peuvent manquer. Un individu peut passer directement du stade 1 de sommeil à onde lente au stade 4 sans pour autant passer par le sommeil à onde lente des stades 2 et des stades 3. C'est possible, surtout lorsqu'on est très fatigué. Il arrive des fois où vous dormez progressivement ou alors il arrive des fois aussi où vous dormez brusquement. Ça tout dépend de la façon dont vous êtes fatigué. Vous pouvez passer immédiatement du stade 1 au stade 4 ou alors vous pouvez passer progressivement. Alors, au stade 4 des sommeils profonds, au début du sommeil, donc vous avez le REM et à l'approche du matin. Donc, qu'est-ce que vous avez constaté par rapport à ce que je viens de dire ici, c'est que c'est au début du sommeil, c'est au début du sommeil que vous avez des épisodes de stade 4 qui sont fréquents. Donc, quand vous commencez à dormir, durant les premières heures de votre sommeil, si par exemple vous dormez à 21 heures, vous allez au lit à 21 heures, entre 21 heures et minuit, vous passerez bien sûr par des épisodes de sommeil à 11 lentes profonds. Donc, vous ferez sûrement des stades 4, des épisodes des stades 4. Et vous allez voir que parfois, vous aurez aussi des REM, donc des Rapid Eye Movements, mais qui ne sont pas vraiment durables et qui sont de plus en plus brefs. Mais au fur et à mesure, quand il est maintenant 4 heures ou 5 heures du matin, à l'approche du matin pratiquement, vous allez voir que vous aurez pratiquement des stades 4, donc de sommeil à ondes lentes profondes qui deviennent de plus en plus raccourcis et parfois même qui sont rares. Mais vous allez voir que vos rapid eye movements commencent vraiment à durer, à se multiplier. Donc, vous êtes plus en sommeil paradoxal à l'approche du matin. C'est justement parce que vous vous apprêtez à pouvoir vous réveiller. Alors, nous allons voir que le cycle normal du sommeil passe toujours à travers un stade de sommeil à 11 lentes avant de pouvoir entrer dans le sommeil paradoxal ou de rapid eye movements. Donc, dans un cycle de sommeil normal, tout rapid eye movements doit être précédé par une séquence de sommeil à 11 lentes. Bien que même si ce n'est pas toujours les 4 stades, mais au moins l'un de ces stades de sommeil à 11 lentes doit précéder pratiquement le sommeil paradoxal. Alors, nous allons devoir continuer. Et il faut signaler que le Rapid Eye Movement occupe 20% du temps total de sommeil chez les adolescents et les adultes, alors que le sommeil paradoxal est plus élevé chez les nourrissons. Donc,
vous allez voir, c'est d'ailleurs parmi les explications qui fait en sorte que les bébés sont souvent réveillés la nuit et pleurent. Ils pleurent souvent la nuit parce qu'ils sont souvent vraiment, ils ont vraiment beaucoup d'épisodes de sommeil paradoxal. Tandis que les adultes ont seulement 20% du temps total du sommeil paradoxal dans le temps total qu'ils passent en train de dormir. Alors, il faut signaler aussi que chez les vieux, les sommets lent, le stade 4, donc le sommeil lent de stade 4, donc le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal diminue. Voilà pourquoi les vieux souffrent le plus souvent d'insomnie. Ils ne dorment pas de façon profonde. Ne dorment pas de façon profonde parce que lorsqu'ils initient le sommeil, ils n'atteignent pas souvent le stade 4. Hein, ils n'atteignent pas souvent le stade 4 et s'ils atteignent le stade 4, parfois ils n'arrivent pas à avoir une séquence de sommeil paradoxal ou rapid eye movements. Voilà pourquoi les vieilles personnes s'élèvent le plus souvent tôt. Il y a ce que j'ai déjà constaté chez nous. J'ai déjà constaté une chose, c'est que je ne sais pas si vous aussi vous avez cette même constatation, c'est que pendant la messe du matin, surtout, je prends l'exemple de ceux qui sont catholiques, au sein de nos paroisses. Au sein de nos paroisses, qu'est-ce qui se passe? Toutes ces messes qui débutent très tôt à 5h30, 5h45 les dimanches, hein, vous allez voir que ces messes sont saturées par des vieilles personnes. Ces messes sont saturées par des vieilles personnes. Visiblement, les vieilles personnes réussissent mieux à s'élever très tôt. Hein. Les vieilles personnes réussissent à s'élever très tôt par rapport aux jeunes personnes. C'est vraiment difficile de trouver des jeunes lors de la première messe. Hein. Justement, c'est à cause de cette caractéristique physiologique du sommeil. Les vieilles personnes ont vraiment des stades de sommeil à 11 lentes profonds au stade 4 très très réduits et n'ont presque pas de sommeil paradoxal. C'est la raison pour laquelle ils font le plus souvent des insomnies et le plus souvent ils arrivent à pouvoir se réveiller à temps et c'est la raison pour laquelle ils sont majoritaires au cours des messes qui se déroulent très tôt le matin. Hein. Tandis que les jeunes, eux, et les adolescents, franchement, c'est la situation inverse qui se pose. Donc, c'est difficile de les voir se réveiller très tôt comme ça, de la sorte, en quelque sorte, à moins qu'ils se sont endormis très tôt. Voilà. Alors, nous allons devoir continuer. Ici, nous allons maintenant débuter les schémas comportementaux pendant les sommets. Et ici, il faut me suivre très très bien parce que c'est très important. C'est pratiquement important. Nous allons d'abord commencer par les sommets à ondes lentes. Les sommets à ondes lentes se caractérisent par un tonus élevé. Il faut noter ces caractéristiques. Le tonus musculaire est élevé pendant les sommets à ondes lentes. L'individu change le plus souvent de position. L'individu change le plus souvent de position. La fréquence respiratoire est diminuée. La fréquence cardiaque est diminuée. La pression artérielle est diminuée. Le réveil est facile et les rêves sont très très rares. Et ici, vous avez le plus souvent des cauchemars. Donc, ça, c'est la caractéristique très, très particulière et importante du sommeil à ondes lentes. Au niveau du sommeil à ondes lentes, les individus rêvent rarement, mais font quand même des cauchemars. Les cauchemars sont différents des rêves. Les individus rêvent rarement, mais les individus font des cauchemars. Les cauchemars sont des nightmares en anglais. Hein. Donc ici, on les trouve le plus souvent entre les stades 3 et les stades 4. Ça, c'est très, très important. Et vous allez voir que au cours du sommeil à ondes lentes, lorsque vous avez la diminution de tous ces signes vitaux, la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque, la pression artérielle, vous allez voir que nous, les médecins, nous utilisons cette propriété pour pouvoir prescrire des antihypertenseurs. C'est la raison pour laquelle, comme nous savons que le sommeil à ondes lentes est rare, hein, le sommeil à ondes lentes est pratiquement devient de plus en plus rare le matin.
devient de plus en plus rare le matin, mais il est en vogue, en tout cas en début de la soirée. Nous conseillons à nos patients de pouvoir prendre des antihypertenseurs qui sont prescrits en monothérapie, de préférence le soir. De préférence le soir parce que le soir, la pression artérielle est relativement basse. Et comme la pression est relativement basse, donc pas basse mais réduite, elle est réduite mais elle n'est pas basse. Si on prend, s'ils prennent un antihypertenseur, ça va permettre de pouvoir en quelque sorte baisser encore davantage la pression artérielle et le matin, lorsque la personne va se réveiller, la pression artérielle ne sera pas relativement élevée parce que le contrôle a été très efficace. Donc, l'antihypertenseur a agi le soir et les mécanismes physiologiques du sommeil ont aidé l'antihypertenseur à agir davantage. C'est la raison pour laquelle ces antihypertenseurs apparaissent plus efficaces lorsqu'ils sont donnés en monothérapie le soir que lorsque ces antihypertenseurs sont donnés le matin. Bon, ça vous verrez dans les promotions montantes. Ça, on vous parlera et quand vous serez en clinique. Voilà, ça c'est très important. Donc, sommeil à 11 lentes, modèles comportementaux, comment les individus se comportent pendant le sommeil à 11 lentes. Les muscles sont toniques en quelque sorte. Les muscles sont vraiment toniques. Les individus changent beaucoup, le plus souvent de position. Les paramètres vitaux comme la fréquence cardiaque, les signes vitaux comme la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et la pression artérielle baissent. Les réveils est facile. Si vous secouez, la personne elle va arriver à pouvoir se réveiller. Les rêves sont rares, mais la personne fait le plus souvent des cauchemars. Et c'est surtout au niveau du stade 3 et au niveau du stade des sommeils à 11 landes profonds au stade 4. Alors, nous avons maintenant le modèle comportemental qui est associé au REM, au Rapid Eye Movement ou au sommeil paradoxal. Et là, ici, il y a 3 caractéristiques dont il faut tenir compte. Ça, c'est très important. Alors, ici, la première caractéristique, c'est que le tonus diminue. Ça, c'est la première caractéristique. Il y a inhibition brusque du tonus musculaire dans tout le corps, sauf au niveau des yeux. Et ça, c'est très important parce que la personne devient de plus en plus détendue, relâchée. La personne devient détendue, relâchée. Et étant donné que le tonus diminue partout, mais sauf au niveau des yeux, les muscles des yeux resteront toniques. Et comme les muscles des yeux resteront toniques, les yeux vont commencer à se contracter. C'est la raison pour laquelle vous allez voir des gens commencer à faire bouger de façon inconsciente dans leur sommeil les yeux comme ça. Ça, c'est le sommeil paradoxal. Et c'est la raison pour laquelle on l'appelle rapid eye movement. Rapid eye movement ou mouvement rapide des yeux, justement parce que au cours du sommeil paradoxal, le tonus musculaire diminue partout sauf au niveau des muscles ciliaires et c'est ce qui fait en sorte que les personnes bougent pratiquement les yeux de façon rapide et ceci a été à l'origine de cette appellation. Ça, c'est à noter. Alors, il y a une deuxième caractéristique, c'est que c'est au niveau de ces signes vitaux, la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire deviennent de plus en plus irrégulières. Donc, irrégularité de la fréquence cardiaque et de la fréquence respiratoire et la pression artérielle peut fluctuer et augmenter. Vous voyez, ça c'est l'autre caractéristique qui fait la différence entre le sommeil à 11 landes et le sommeil paradoxal. Ça aussi, il faut pouvoir noter. Et la dernière caractéristique qui est pratiquement très importante, c'est la présence des rêves. Ici, dans le sommeil paradoxal, c'est au cours du sommeil paradoxal que les individus rêvent. Mais ici, il ne faut pas faire de confusion. Les mouvements rapides des yeux qui sont caractéristiques du sommeil paradoxal ne sont pas justifiés par le fait que la personne soit en train de pouvoir regarder les images qu'elle est en train de voir dans ses rêves. Non. Le mouvement des yeux sont dus pratiquement à cette tonicité des muscles ciliaires qui persistent alors que tout le reste du corps est détendu.
mais ces rêves sont pratiquement une caractéristique très très importante qui survient surtout au cours du sommeil paradoxal. Mais quand même, il y a des personnes qui peuvent rêver pendant le sommeil à ondes lentes, mais en tout cas, les rêves constituent des caractéristiques du sommeil paradoxal. Alors ici, nous allons tenter un peu de pouvoir expliquer ce qui se passe réellement. Donc, on va essayer un peu de creuser en profondeur pour tenter d'expliquer ce qui se passe réellement pendant les rêves. Hein. On va essayer un peu de comprendre mieux. Et on va se baser sur les données de l'imagerie. Hein, les données de l'imagerie. Qu'est-ce que les données de l'imagerie ont constaté? On a constaté que pendant les rêves, c'est qu'est-ce qui se passe? Le système limbique est hyperactif. Or, le système limbique, c'est le siège des émotions. Ça, c'est la première constatation. La deuxième constatation, on a constaté que l'aire 17, 18, 19 de Brodmann du cortex occipital qui constitue l'aire visuelle est aussi hyperactive. Vous voyez, donc le cortex visuel est aussi hyperactif. Ça, c'est la deuxième constatation. Et la troisième constatation, on a pu remarquer que le cortex frontal, hein, le cortex préfrontal qui est pratiquement l'aire du raisonnement, de la réflexion, est hypoactive. Donc cette aire-là est vraiment, vraiment hypoactive. Donc cette aire est presque endormie. Hein. Maintenant, et ceci explique pratiquement la physiologie de ce qui se passe pendant les rêves. Donc les individus qui sont en train de rêver expriment des expériences émotionnelles qui sont entretenues au sein de leur système limbique et ces expériences, étant donné que le système limbique est en connexion avec le cortex visuel, est en connexion avec le cortex visuel et le cortex visuel est aussi actif, ces expériences émotionnelles sont traduites en images visuelles. Vous voyez, ces expériences émotionnelles sont traduites en images visuelles, mais étant donné qu'il y a une hypoactivité du cortex frontal, ce sont des images qui ne sont pas pratiquement sous le contrôle de la réflexion. Ce sont des images qui ne sont pas sous le contrôle de la raison. Et donc, ce sont des conneries. Voilà pourquoi il y a des gens qui rêvent du n'importe quoi. Et ça amène beaucoup de problèmes dans des familles. Ça amène vraiment beaucoup de problèmes dans des familles. Il y a des gens qui rêvent n'importe quoi. Oh non, j'ai vu ta tante qui est venue, par exemple, la nuit. Il est venu avec un couteau la nuit. Il voulait me tuer. Vous voyez. Donc, tout ça, c'est du n'importe quoi. Ce sont des conneries. Hein? Ce sont des conneries. Donc, votre système limbique génère des émotions. Il est en contact, en communication avec votre cortex occipital qui est l'aire visuelle qui est aussi hyperactive et vous générez ces émotions-là que vous gardez, vous les transformez en images visuelles et vous les transformez en images visuelles. Et comme ces images visuelles ne sont pas sous le contrôle de l'aire qui aide à réfléchir, donc cette aire-là, le cortex préfrontal qui module la réflexion est presque inerte pendant le rapid eye movement. Qu'est-ce qui se passe? Tout ce que vous êtes en train de générer dans vos rêves, c'est l'irréel. C'est pratiquement l'irréel. C'est pratiquement l'irréel. Ce sont des conneries. Et c'est à partir de ça que nous détruisons nos relations sociales. Et donc, aidez-moi à sensibiliser. Aidez-moi à sensibiliser. Tous ces gens qui viennent vous raconter des rêves, oh, tu vas mourir demain, oh, tu vas faire, j'ai rêvé que tu vas réussir la neurophysiologie sans étudier. Tout ça, ce sont des conneries. Tout ça, ce sont des conneries. Ce sont des conneries neurophysiologiques. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Donc, retenez dans votre mémoire que les rêves s'expliquent justement par le fait que les expériences émotionnelles générées au sein du système limbique sont en communication en quelque sorte avec le cortex visuel. Mais curieusement, le problème c'est que le cortex préfrontal, le cortex d'association préfrontale est hypoactif.
Et c'est ce qui fait en sorte que ces expériences sont pratiquement bizarres et n'ont rien à voir avec la réalité. Donc, il y a une activité de l'aire occipitale, c'est ce que je vous ai dit, l'aire 17, 18, 19 de Brodmann et du système limbique qui est franchement le système d'émotion. L'activité augmente de façon intense au cours du rapid eye movement ou sommeil paradoxal. Ensuite, il y a une diminution du cortex, de l'activité du cortex frontal au cours du rapid eye movement ou sommeil paradoxal. Et à partir de ça, les rêves viennent. Et c'est ce qui fait en sorte que c'est au cours du sommeil paradoxal que nous avons des rêves, que les rêves surviennent. Et c'est une activation de la banque émotionnelle qui est traduite en images. Donc les émotions intenses et avec un sens déformé du temps et du contenu bizarre. Et c'est ce qui est à l'origine des rêves. Donc, j'espère que vous allez pouvoir utiliser ces connaissances pour sensibiliser la société en ce qui concerne la perception des rêves et leur caractère bizarre et subjectif. Alors, nous allons devoir parler du contrôle du cycle éveil-sommeil. Au fait, il y a une interaction entre trois systèmes, un système d'excitation, un centre de sommeil à ondes lentes et un centre de sommeil paradoxal qui est dans le tronc cérébral. Le système qui excite, ce sont des neurones de l'hypothalamus qui sont impliqués dans le système d'activation réticulaire parce qu'il y a une connexion entre la formation réticulée et l'hypothalamus. Alors, un centre de sommeil à ondes lentes de l'hypothalamus aussi qui comprend des neurones endormis qui induisent le sommeil, mais il y a aussi des centres au niveau de la formation réticulée. Mais le plus souvent, c'est au niveau de l'hypothalamus où il y a la majorité de ces neurones qui interviennent dans le sommeil à ondes lentes. Tandis que pour les autres types de sommeil, la formation réticulée est en tout cas mise en cause. Et nous avons un centre de sommeil paradoxal dans le tronc cérébral qui abrite les neurones du rapid eye movement qui deviennent très actifs pendant le sommeil paradoxal. Et ici, nous sommes au niveau de la formation réticulée. Donc, formation réticulée spécialisée pratiquement dans le sommeil paradoxal, tandis que l'hypothalamus est spécialisé pratiquement dans le sommeil à ondes lentes. Donc, lorsque les individus rêvent, c'est au niveau, ça grouille franchement, au niveau de la formation réticulée et le système limbique avec les cortex occipital sont en hyperaction. Voilà. Alors, ici, nous allons maintenant parler du rôle du sommeil parce que finalement, nous devons comprendre pourquoi nous dormons. Pourquoi nous dormons. Mais ce rôle n'est pas très clair, mais il y a des hypothèses qui ont été avancées par des scientifiques et ce sont ces hypothèses que nous allons devoir essayer un peu d'élucider. Et nous avons déjà dit qu'au cours du sommeil, il n'y a pas de réduction d'activité neuronale. J'ai même signalé que dans certains stades de sommeil, le cerveau consomme beaucoup plus d'oxygène même que durant l'éveil normal. Donc, il faut enlever de la tête cette idée-là, croyant que le cerveau est endormi pendant le sommeil. Ensuite, il faut signaler clairement. Ici, les choses doivent être bel et bien signalées clairement. Le sommeil est utile uniquement pour le cerveau, pas pour vos muscles. Si vos muscles sont fatigués, ce n'est pas le sommeil qui va faire en sorte que vous puissiez les reconstituer. Donc, le sommeil est utile seulement pour le cerveau. Bien sûr, maintenant, comme nous savons que le cerveau, c'est le centre qui commande tout, pas qui commande tout, bon, le système nerveux central, c'est pratiquement le processeur de notre corps qui commande toutes les activités. Et là, maintenant, les autres parties en profitent. Mais de façon primaire, le sommeil a été conçu uniquement pour le cerveau. Maintenant, nous allons commencer à donner les théories qui ont été mises au point pour tenter de pouvoir expliquer le rôle du sommeil. Alors, la première théorie, c'est la théorie de la restauration et de la récupération cérébrale. Ça, c'est la première théorie.
Alors, selon cette théorie, le sommeil fournit un temps de rattrapage, un temps de rattrapage pour que le cerveau puisse en quelque sorte restituer ou restaurer les processus biochimiques et physiologiques qui se sont dégradés pendant l'éveil. Vous comprenez? Et ici, vous avez plusieurs arguments qui sont avancés pour pouvoir soutenir cette théorie. Alors, le premier argument, c'est ce qu'on appelle l'argument en faveur pratiquement de l'adénosine. Ça, c'est le premier argument. L'argument en faveur de l'adénosine. De quoi s'agit-il? Alors, selon cette théorie, donc les arguments en faveur de l'adénosine, c'est que l'adénosine est considérée comme étant un facteur de sommeil neural. Pourquoi l'adénosine est considérée comme étant un facteur de sommeil neural? C'est que on a constaté que l'adénosine est sécrétée et produite en abondance par les neurones en situation d'éveil. Donc, quand nous sommes en éveil, comme maintenant là, que je suis en train de vous parler et que vous aussi vous êtes en train de visualiser ma vidéo, vous êtes en éveil et dans cet état, vos neurones sont en train de fonctionner et sont en train de produire de l'adénosine. L'adénosine constitue l'épine dorsale de la molécule d'ATP. Vous savez que l'ATP, c'est un nucléotide. C'est un nucléotide qui comprend pratiquement du sucre, du groupement phosphate et de base organique azotée. Et la base organique azotée qu'on a au sein de la molécule d'ATP, c'est l'adénosine. Et donc, l'adénosine, c'est parmi les constituants de l'ATP et cette adénosine est sécrétée par les neurones en fonctionnement lors de l'état d'éveil. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette adénosine, au cours de l'éveil, le stock d'adénosine augmente. Ce stock augmente parce que les neurones sont en train de fonctionner et de produire ce stock d'adénosine. Maintenant, quand le stock d'adénosine devient de plus en plus élevé, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette adénosine est reconnue être capable de pouvoir inhiber le centre d'excitation cérébrale. Donc, aussi longtemps que son stock est en train de s'accumuler à cause du fonctionnement des neurones pendant l'éveil, il devient de plus en plus grand et à un moment donné, il inhibe le centre d'excitation cérébrale et en inhibant le centre d'excitation cérébrale, le sommeil apparaît et ça provoque un sommeil à ondes lentes. Vous comprenez? Ça, c'est la première théorie. Ça provoque un sommeil à ondes lentes. À cause du taux élevé d'adénosine. Maintenant, le taux élevé d'adénosine fait en sorte que maintenant le sujet arrive à pouvoir dormir parce que le centre d'excitation cérébrale est inhibé et nous dormons. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant lorsque nous dormons? Lorsque nous dormons, ce qui arrive, c'est que le stock d'adénosine ne va pas continuer à augmenter parce que nous dormons. Nous ne sommes pas en éveil. Le stock ne va pas continuer à augmenter. Maintenant, comment il va diminuer? C'est que le cerveau va profiter de ces stocks en adénosine pour reconstituer des molécules d'ATP. Parce que le cerveau a besoin d'ATP. L'ATP, c'est la monnaie énergétique de toutes les cellules de l'organisme, particulièrement des neurones. Vous voyez? Alors, le cerveau va maintenant profiter pour convertir ces stocks d'adénosine en adénosine triphosphate, en ATP. Et c'est ce qui va faire en sorte que le sommeil, donc le cerveau va reconstituer de l'énergie, les neurones vont encore avoir beaucoup d'énergie et à la longue, le taux d'adénosine va diminuer parce qu'il est en train d'être converti progressivement en ATP, ça diminue, la levée d'excitation va finir et lorsque la levée d'excitation, la levée de l'inhibition du centre d'excitation va se produire, cette inhibition-là qui était due à l'adénosine sera levée et par conséquent, la personne va se réveiller. Et ça signifie que le sommeil nous aide les neurones à pouvoir récupérer de l'énergie via cette théorie d'adénosine. Voilà pourquoi à un moment donné, lorsque vous étudiez, à un moment donné, vous pouvez voir que plus pratiquement rien ne passe.
rien ne passe dans votre cerveau, vous devez dormir et vous décidez de pouvoir dormir. Lorsque vous dormez, qu'est-ce qui va se passer? Votre cerveau va commencer à pouvoir transformer votre adénosine en ATP et les neurones vont avoir de l'énergie supplémentaire. Et quand les neurones ont de l'énergie supplémentaire, ils vont bel et bien fonctionner. Quand vous vous réveillez, vous reprenez votre étude et vous allez constater que vous mémorisez avec beaucoup plus de facilité parce que vous avez gagné de l'énergie. C'est ça la première théorie, c'est une théorie très importante. J'espère que vous l'avez comprise. Et donc, le sommeil nous aide nos neurones à pouvoir récupérer de l'énergie supplémentaire. Et c'est la raison pour laquelle, si vous ne dormez pas suffisamment, vous aurez du mal à faire un travail intellectuel parce que votre adénosine qui a été produite en masse pendant l'éveil n'a pas été convertie suffisamment en ATP parce que les cerveaux ont besoin pratiquement de cet ATP-là et c'est grâce au sommeil que cette adénosine est transformée en adénosine triphosphate ou ATP qui est la monnaie énergétique utilisable par les cellules et plus particulièrement les neurones. Voilà. Maintenant, il y a une deuxième théorie. C'est la théorie concernant la réparation des dommages cérébraux. En quoi consiste cette théorie? Au fait, on pense que au cours du métabolisme, on sait que il y a production de déchets du métabolisme et en grande partie, ces déchets sont des radicaux libres et ces radicaux libres sont toxiques. Alors, il faut le sommeil, c'est pendant le sommeil que les cerveaux bénéficient d'une détoxification de ces radicaux libres. Donc, parvient à pouvoir se débarrasser de ces radicaux libres qui sont très toxiques. Les explications concernant cette théorie ne sont pas en tout cas très clairs. On ne connaît pas en profondeur par quel mécanisme les cerveaux arrivent à pouvoir se séparer uniquement pendant le sommeil de ces radicaux libres. Alors, mais quand même, c'est une théorie qui a été bien sûr avancée. Il faut aussi signaler que pour la théorie d'adénosine, j'ai oublié de vous le dire, la caféine bloque les récepteurs d'adénosine. Et c'est par ce mécanisme-là que lorsque vous prenez le café, vous n'arrivez plus à dormir. Le café vous empêche de dormir justement parce que la caféine bloque les récepteurs d'adénosine. Et quand la caféine bloque les récepteurs d'adénosine, cette adénosine ne sera pas capable de pouvoir inhiber le centre de stimulation cérébrale et par conséquent, il n'y aura plus de sommeil. Alors, il y a une troisième théorie, troisième argument dans cette première théorie de restauration et récupération cérébrale. Ce troisième argument, c'est pratiquement la reconstitution de la sensibilité. En quoi consiste cet argument? Cette fonction est pratiquement attachée au sommeil paradoxal. C'est donc une fonction de restauration et de récupération du sommeil paradoxal. Et cette fonction consiste à pouvoir laisser à certaines voies neuronales de pouvoir récupérer en quelque sorte leur sensibilité. Parce qu'on s'imagine que pendant l'activité d'éveil, les neurones du cerveau libèrent en abondance la noradrénaline et la sérotonine de façon maximale et de façon pratiquement permanente. Alors, la libération de ces neurotransmetteurs cesse pendant le sommeil paradoxal, selon les pionniers de cet argument de reconstitution de la sensibilité. Donc, selon eux, pendant le sommeil paradoxal, il n'y a pas libération de la noradrénaline et de la sérotonine. Et c'est ce qui permet aux neurones de pouvoir économiser le stock et reconstituer leur stock pratiquement de ces neurotransmetteurs. Parce qu'il a été démontré que la libération continuelle de la sérotonine et de la noradrénaline peut entraîner la désensibilisation de leurs récepteurs. Voilà pourquoi il faut stopper cette libération
pour permettre aux récepteurs de ne pas se désensibiliser. Et c'est grâce au sommeil paradoxal au cours duquel il y a blocage de la libération de ces neurotransmetteurs que on arrive à pouvoir reconstituer la sensibilité. Voilà, maintenant, on va passer maintenant à la seconde théorie, c'est la théorie des changements de vitesse. Hein, c'est la théorie des changements de vitesse. Alors, selon cette théorie, au fait, le sommeil est nécessaire pour le changement de vitesse, c'est-à-dire permettre des ajustements structurels et chimiques qui sont nécessaires à l'apprentissage et la mémoire. Ça, c'est très, très important. Donc, selon eux, c'est au cours du sommeil qui doivent s'établir ces modifications structurelles et fonctionnelles pour pouvoir permettre donc des modifications structurelles et fonctionnelles qui sont durables, qui sont pratiquement destinées à pouvoir faciliter l'apprentissage et la mémoire à long terme. Et cette théorie peut tenter un peu d'expliquer pourquoi les nouveau-nés et les nourrissons ont vraiment besoin de beaucoup de sommeil pour établir leur capacité d'apprentissage, justement parce que leur cerveau est très plastique et nécessite beaucoup de changements et de modifications pour pouvoir leur permettre d'amorcer le processus d'apprentissage. Leurs cerveaux subissent pratiquement beaucoup de modifications synaptiques en réponse à une stimulation environnementale. Et ces modifications doivent se passer pendant le sommeil, d'après cette théorie des changements de vitesse. Par contre, les adultes, eux, n'ont pas franchement besoin de beaucoup de temps de sommeil selon cette théorie. Alors, la troisième théorie, c'est la théorie du rôle de la consolidation de la mémoire. Il faut signaler que certains souvenirs déclaratifs sont consolidés pendant le sommeil à Onslaught, tandis que des souvenirs procéduraux pendant le rapid eye movement. Ça, c'est une théorie qui a été avancée récemment. Donc, on a franchement constaté que c'est justement lorsqu'on dort qu'on arrive à pouvoir consolider la mémoire. Donc, si par exemple vous êtes en train de pouvoir étudier, vous pouvez consolider ce qu'on vous a appris oralement, pendant votre période de sommeil à 11 ans, tandis que si vous avez appris pendant la journée des capacités à exécuter un travail particulier qui demande des aptitudes tout à fait particulières. Là, vous avez besoin de votre sommeil paradoxal pour pouvoir consolider ce qu'on vous a appris. Donc, la procédure à suivre pour exécuter des actes tout à fait particuliers. Donc, ça, c'est une autre théorie qui montre que le sommeil serait vraiment très, très important pour la mémoire. Donc, nous dormons pour pouvoir consolider nos mémoires. Ça, c'est pratiquement très, très important. Alors, cette théorie stipule aussi que le sommeil là, constitue un moment pour revoir les événements de la journée. Et cela serait nécessaire non seulement pour consolider le souvenir, mais aussi pour rendre des expériences récentes de plus en plus significatives. Et ça aussi, c'est très, très important. Et cette théorie peut expliquer pourquoi certains individus qui ont des décisions importantes à prendre disent parfois qu'ils vont d'abord dormir dessus avant de pouvoir se décider. Justement parce qu'ils veulent franchement faire des associations d'effets
pendant les sommeils. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, il y a la quatrième théorie. Elle n'est pas très importante. C'est la théorie de la conservation d'énergie. Donc, c'est une autre théorie de savoir pourquoi nous avons besoin du sommeil et pour la conservation de l'énergie. Mais cette proposition n'est pas aussi largement acceptée. Et puis, les différentes théories ne s'expliquent pas mutuellement. Donc, selon cette théorie, le sommeil nous aide tout simplement à conserver de l'énergie. Conserver de l'énergie comment? Là, on n'arrive pas, donc il n'y a pas vraiment une explication très claire. Mais au moins, la première théorie concernant l'adénosine, elle explique complètement comment les neurones arrivent à pouvoir récupérer de l'énergie. Mais ça, c'est seulement au niveau des neurones. Mais cette théorie de conservation de l'énergie, elle, c'est pratiquement dans tout le corps en quelque sorte. Mais les explications ne sont pas très claires. Donc, il faut vraiment connaître ces 4 théories qui expliquent pourquoi nous avons besoin du sommeil. Voilà. Alors, nous allons maintenant finir sur cette section en parlant de la narcolepsie. La narcolepsie, c'est une maladie qu'on appelle encore le syndrome de Gélineau. Le syndrome de Gélineau, c'est une maladie qui est rare mais qui a des caractéristiques tout à fait particulières parce qu'au cours de cette maladie, nous avons des brèves et irrésistibles attaques de sommeil pendant la journée, donc de 5 à 30 minutes. Donc, vous allez voir des individus qui dorment pratiquement pendant la journée entre 5 à 30 minutes de façon irrésistible. Et ce sont franchement des attaques de sommeil qui ne sont pas vraiment typiques. Alors, l'individu peut être assis quelque part et puis va commencer à s'endormir de façon soudaine. Et il a été constaté que au cours de la narcolepsie, les rapid eye movements qui sont typiques durant cette période ne sont pas précédés de sommeil à Onsland. C'est ça la caractéristique physiologique physiopathologique parce qu'ici il s'agit de la maladie, donc c'est la caractéristique physiopathologique de la narcolepsie ou syndrome de Gélineau. Comme vous vous rappelez, nous avons dit que de façon physiologique, tout rapid eye movement doit être précédé par un épisode de sommeil à Onsland. Mais ça, ce n'est pas le cas pour le syndrome de Gélineau ou la narcolepsie. Et c'est ce qui cause des attaques, en tout cas multiples, de sommeil de façon atypique. Alors, la découverte récente, c'est qu'on a pu découvrir récemment, en tout cas très récemment, que cette pathologie serait due à un déficit en orexine, ou on appelle encore l'hypocrétine, cette protéine. L'orexine ou hypocrétine, c'est pratiquement une hormone qui est produite par l'hypothalamus et qui a pour rôle de pouvoir assurer la régulation du centre d'éveil. Donc, c'est pratiquement à travers cette protéine que l'hypothalamus contrôle l'activation du centre d'éveil. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant au cours de la narcolepsie? Il y a un déficit en orexine ou en hypocrétine. Voilà. Alors, merci beaucoup d'avoir visualisé ma vidéo. J'espère que vous avez tiré quelque chose d'important. Je vous souhaite de passer une excellente journée et rejoignez-moi en commentaire pour d'éventuelles questions. N'oubliez pas de vous abonner à ma page, à ma chaîne plutôt, et de liker cette vidéo, mais aussi de pouvoir activer la petite clochette de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. Merci beaucoup et je vous fixe rendez-vous pour mes prochaines publications. Voilà.